1962. La France entre dans la modernité, l'aviation privée se démocratise et les petits aérodromes se multiplient dans les campagnes. Mais le 18 août, un drame se noue. Philippe Arnaud, 35 ans, pilote chevronné et entrepreneur prospère, décolle de l'aérodrome d'Annecy en direction de Genève à bord de son Cessna 172. Il ne posera jamais. Pendant 63 ans, le mystère reste entier, jusqu'à ce jour de mars 2025 où des randonneurs explorant une zone reculée des Alpes découvrent quelque chose d'extraordinaire. Au fond d'un ravin forestier, à 6 mètres sous la végétation dense, les restes d'un avion. Et à l'intérieur du cockpit, des ossements humains encore attachés au siège du pilote. Avec lui, 5 lingots d'or qui changent tout. Si vous aimez les mystères aériens et les enquêtes qui défient le temps, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Laissez-nous vos théories en commentaire. Aujourd'hui, nous décollons vers l'un des plus énigmatiques mystères de l'aviation civile française. Une disparition vieille de plus de 6 décennies qui refait surface, mais dont la vérité restera probablement à jamais ensevelie dans les forêts alpines. Ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Nous sommes à Annecy, préfecture de la Haute-Savoie, nichée entre lacs et montagnes, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Une ville pittoresque qui, en 1962, voyait l'essor du tourisme et de l'aviation de loisirs. L'aérodrome d'Annecy-Maytête, situé au nord de la ville, accueillait des avions de tourisme, des écoles de pilotage et des entrepreneurs comme Philippe Arnaud qui utilisaient leurs appareils pour leurs affaires. En 1962, la France connaissait une période de croissance exceptionnelle. Les 30 glorieuses battaient leur plein. L'économie prospérait. Les hommes d'affaires rêvaient de liberté et d'indépendance, symbolisée par la possession d'un avion privé. Posséder son propre appareil était un signe de réussite sociale, une marque de distinction qui séparait les entrepreneurs visionnaires de la masse. Philippe Arnaud incarnait parfaitement cette réussite à la française. Né le 23 avril 1927 à Chambéry, il était le fils de Maurice Arnaud, pharmacien respecté, et de Cécile Arnaud, née Bertrand, institutrice dévouée. La famille vivait confortablement dans une grande maison bourgeoise du centre de Chambéry, une demeure du 19e siècle avec vue imprenable sur les montagnes environnantes et le massif de la Chartreuse. Philippe était un homme de grande taille, 1,88 m, athlétique, avec cette prestance naturelle des gens habitués à commander le respect sans effort. Ses cheveux châtain clair, légèrement ondulés, commençaient à se clairsemer sur le dessus du crâne, ce qui, loin de le diminuer, lui donnait un air de maturité distingué. Ses yeux bleu-gris, perçants et analytiques, inspiraient confiance et respect chez ses interlocuteurs. Son visage aux traits réguliers était marqué par une mâchoire carrée qui trahissait sa détermination et un nez droit qui lui donnait un profil presque aristocratique. Une petite moustache fine, à la mode de l'époque et entretenue avec soin, soulignait sa lèvre supérieure et lui donnait ce côté gentleman des années 60. Il s'habillait toujours élégamment, même pour voler, contrairement à beaucoup de pilotes qui préféraient des tenues décontractées. Costume gris ou bleu marine taillé sur mesure chez un tailleur de Chambéry, chemise blanche immaculée, cravate sobre mais de qualité, chaussures en cuir ciré chaque matin. Quand il volait, il ajoutait une veste de vol en cuir marron patiné qu'il avait achetée lors d'un voyage à Londres, et des lunettes d'aviateur Ray-Ban qui étaient devenues sa signature. Il portait aussi une montre Omega Seamaster, cadeau de son père pour ses 25 ans, qu'il ne quittait jamais. Philippe avait étudié le commerce à Lyon, obtenant son diplôme avec mention en 1949 dans une France qui se relevait à peine de la guerre. Pendant l'occupation, entre 1940 et 1944, il était encore adolescent, trop jeune pour combattre, mais assez âgé pour comprendre les horreurs de la guerre. Il avait vécu l'occupation avec un rêve chevillé au corps, voler. Enfant, il regardait passer les avions allemands avec un mélange de terreur et de fascination. Il se jurait qu'un jour,
il volerait lui aussi, mais libre, pas pour faire la guerre. En 1950, à 23 ans, réalisant son rêve d'enfance, il avait obtenu sa licence de pilote privé après des mois d'entraînement intensif. C'était une passion dévorante qui le consumait. Il passait tous ses week-ends à l'aérodrome, volait dès qu'il le pouvait, lisait tous les manuels de pilotage qu'il trouvait. Pour lui, voler n'était pas un simple loisir. C'était une philosophie de vie, une quête de liberté absolue. En 1952, armé de son diplôme et de son ambition, il avait créé sa propre entreprise d'import-export, spécialisée dans les pièces mécaniques industrielles de précision. Il faisait des affaires entre la France, la Suisse et l'Italie, profitant de sa position géographique stratégique à Annecy, carrefour naturel entre ces trois pays. Son entreprise prospérait rapidement. Philippe avait un sens des affaires remarquable, une capacité à identifier les opportunités avant ses concurrents et un réseau de contacts impressionnant qu'il cultivait avec soin. En 1958, après 6 années de travail acharné et de croissance constante, il avait gagné suffisamment d'argent pour s'offrir son rêve ultime, un Cessna 172 Skyhawk flambant neuf sorti d'usine. Il l'avait commandé directement aux États-Unis, personnalisé selon ses spécifications. Le Cessna 172 était l'avion parfait pour un homme d'affaires. Monomoteur léger, 4 places confortables, autonomie de 1000 km, facile à piloter mais suffisamment performant pour impressionner. L'appareil de Philippe était immatriculé FBIKM, peint en blanc immaculé avec des bandes bleues élégantes qui couraient le long du fuselage. Il en prenait soin comme d'un bijou précieux, le faisant entretenir religieusement toutes les 50 heures de vol par le meilleur mécanicien de l'aérodrome, un ancien mécanicien de l'armée de l'air qui ne laissait rien au hasard. En 1954, à 27 ans, Philippe avait épousé Catherine Dumont lors d'une cérémonie somptueuse à Annecy. Catherine était la fille d'un notaire prospère d'Annecy, maître Pierre Dumont, qui avait d'abord vu d'un mauvais œil ce jeune entrepreneur ambitieux qui courtisait sa fille unique. Catherine, 30 ans en 1962, était une femme d'une élégance rare, blonde aux yeux verts émeraude, cultivée, discrète, mais dotée d'une forte personnalité. Elle parlait couramment l'anglais et l'italien, jouait du piano avec talent et était très impliquée dans les œuvres caritatives locales. Ensemble, ils formaient ce qu'on appelait dans la haute société savoyarde un couple parfait. Ils avaient eu 2 enfants qui faisaient leur fierté. Julien, né en 1955, était un garçon brillant de 7 ans qui ressemblait pour trait à son père et rêvait déjà de devenir pilote. Sophie, née en 1958, était une fillette espiègle de 4 ans, adorée de tous, qui avait hérité des yeux verts de sa mère. La famille vivait dans une belle villa moderne à Annecy-le-Vieux, dans le quartier résidentiel prisé des hauteurs, avec vue panoramique sur le lac d'Annecy et les montagnes. Une demeure architecturale pour l'époque, construite en 1957 selon les plans d'un architecte, renommé, avec 4 chambres spacieuses, un grand salon lumineux avec baies vitrées donnant sur une terrasse, une bibliothèque où Philippe passait ses soirées, et un jardin arboré de 2000 mètres carrés où les enfants jouaient. Philippe avait vraiment réussi. Il était l'exemple même de la réussite des 30 Glorieuses. Il utilisait son Cessna plusieurs fois par semaine pour ses affaires, transformant des voyages qui auraient pris des heures en voiture en trajets de quelques minutes. Annecy-Genève, Annecy-Milan, Annecy-Lyon, parfois même Annecy-Paris, quand les affaires l'exigeaient. Des vols courts, efficaces, qui lui faisaient gagner un temps précieux dans un monde où le temps, c'était de l'argent. Il aimait profondément voler, disait souvent qu'il se sentait véritablement libre dans les airs, loin des contraintes terrestres, des embouteillages, des frontières visibles. Là-haut, dans le cockpit de son Cessna, avec le ronronnement régulier du moteur et le paysage alpin qui défilait sous lui, il était maître de son destin.
Les collègues et amis de Philippe le décrivaient comme un homme sérieux, travailleur acharné, perfectionniste jusqu'à l'obsession. Philippe ne laissait jamais rien au hasard, racontait Bernard Leclerc, son associé de longue date et ami d'université. Chaque vol était préparé méticuleusement, comme une opération militaire. Il vérifiait tout personnellement. La météo sur plusieurs sources, l'état de l'avion dans les moindres détails, le plan de vol calculé au kilomètre près, les aérodromes de dégagement en cas de problème. C'était un pilote prudent, expérimenté, qui avait accumulé plus de 1000 heures de vol sans le moindre incident. Si quelqu'un devait vieillir aux commandes d'un avion, c'était bien Philippe. Mais derrière cette façade de réussite et de perfection, Philippe avait aussi ses secrets, ses zones d'ombre que même ses proches ne soupçonnaient pas. Dans les semaines précédant sa disparition, quelque chose avait indéniablement changé dans son comportement. Catherine l'avait remarqué la première, avec cette intuition qu'ont les épouses qui connaissent leur mari par cœur. Philippe semblait préoccupé, tendu, distant. Il regardait souvent par la fenêtre avec un air absent, perdu dans des pensées qu'il ne partageait pas. Il recevait des coups de téléphone étranges, tard le soir, parfois après minuit, qui le faisaient sursauter. Il s'enfermait alors dans son bureau pour parler à voix basse, presque en chuchotant, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. « Qu'est-ce qui ne va pas, Philippe ?» lui avait demandé Catherine plusieurs fois, avec une inquiétude grandissante dans la voix. « Rien, ma chérie. Juste des affaires compliquées en Suisse, des négociations difficiles. Ça va s'arranger bientôt, je te le promets, » répondait-il avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Mais Catherine voyait bien que ses yeux disaient autre chose, qu'ils trahissaient une angoisse profonde qu'il tentait de masquer. Le jeudi 16 août, 2 jours avant sa disparition, Philippe avait reçu une lettre. Une lettre qui n'avait pas de timbre, qui avait été déposée directement dans leur boîte aux lettres pendant la nuit. Catherine l'avait vue la lire au petit déjeuner et son visage était devenu livide, ses mains s'étaient mises à trembler légèrement. Puis, sans un mot, il s'était levé et avait jeté la lettre dans la cheminée du salon, l'avait regardée brûler complètement malgré la chaleur estivale qui rendait le feu superflu. « Qui t'écrit, Philippe? Qu'est-ce qui se passe ?» avait-elle demandé, vraiment inquiète maintenant. « Personne d'important. Juste un créancier qui me relance. »« Ce n'est rien, vraiment, » avait-il menti, détournant le regard. Mais Catherine connaissait son mari. Il mentait mal. Et les finances de l'entreprise allaient bien. Elle le savait. Alors qui écrivait? Et pourquoi cette terreur qu'elle avait vue passer dans ses yeux? Que contenait cette lettre? Quel secret Philippe Arnaud portait-il sur ses épaules? Ces questions allaient hanter Catherine pour le reste de sa vie. Le samedi 18 août 1962. Une date qui allait marquer la famille Arnaud à jamais, un jour qui diviserait leur vie en un avant et un après. Ce jour-là, le ciel savoyard était d'une perfection presque irréelle, parfaitement clair, d'un bleu profond et intense qui n'existe que dans les Alpes. Pas un seul nuage ne troublait cette voûte azurée. La température atteignait déjà 23 degrés Celsius à 8 heures du matin et promettait d'atteindre 28 degrés à midi, une chaleur agréable et sèche, typique de l'été alpin. La visibilité était absolument excellente, plusieurs dizaines de kilomètres dans toutes les directions, permettant de distinguer clairement les sommets les plus lointains. Des conditions de vol absolument idéales, parfaites, le genre de journée dont rêvent tous les pilotes. Philippe s'était levé tôt ce matin-là, vers 6h30, ce qui n'était pas inhabituel pour lui qui était naturellement matinal. Il avait pris son petit déjeuner avec Catherine dans la cuisine baignée de lumière matinale. Café noir bien serré comme il l'aimait, tartines grillées avec du beurre fermier, confiture de myrtille maison que Catherine préparait chaque été. Il portait un costume gris clair, parfaitement coupé, une chemise blanche impeccablement repassée, une cravate bleue discrète. Sa veste de vol en cuir marron était
posée soigneusement sur le dossier d'une chaise de la cuisine, prête pour le départ. « Tu reviens ce soir, n'est-ce pas ?» avait demandé Catherine avec une pointe d'anxiété dans la voix qu'elle tentait de masquer. « Bien sûr, ma chérie. Vers 18h, 19h au plus tard. J'ai un rendez-vous d'affaires important à Genève ce matin avec des investisseurs suisses. Ça ne devrait pas durer plus de 2 heures, 3 maximum. Je déjeune avec eux, je règle les derniers détails du contrat et je rentre. Je serai là pour le dîner, je te le promets. Nous pourrions même dîner sur la terrasse, il fera encore beau ce soir. » À 7h45, Philippe était monté embrasser ses enfants qui dormaient encore paisiblement dans leur chambre. Il était resté un long moment dans la chambre de Julien, regardant son fils dormir, caressant doucement ses cheveux. Puis il avait fait de même dans la chambre de Sophie, déposant un baiser léger sur son front. Catherine, qui l'avait suivi, avait trouvé ses gestes inhabituellement longs, chargés d'une émotion étrange. « À ce soir, ma chérie », avait-il dit en embrassant Catherine une dernière fois. Ces mots allaient résonner dans l'esprit de Catherine pendant des décennies, hanter ses nuits, ses cauchemars. À 8h15 précises, Philippe était arrivé à l'aérodrome d'Annecy-Maytet, un petit aérodrome civil niché dans la campagne au nord d'Annecy. Le gardien, M. André Blanc, 52 ans, un ancien mécanicien reconverti qui connaissait Philippe depuis des années, l'avait accueilli comme toujours. « Bonjour, monsieur Arnaud. Sacrée belle journée pour voler aujourd'hui. Le ciel est dégagé comme je ne l'ai pas vu depuis longtemps. » « En effet, André, une journée parfaite, absolument parfaite. Presque trop belle pour être vraie, » avait répondu Philippe avec un sourire étrange qu'André se rappellerait plus tard. Philippe avait sorti son Cessna du hangar numéro 3 où il le gardait, poussant lui-même l'appareil sur le tarmac comme il le faisait toujours, refusant l'aide. Il avait ensuite effectué sa visite pré-vol avec sa méticulosité habituelle, cette routine qu'il accomplissait religieusement avant chaque décollage. Il avait vérifié minutieusement le niveau d'essence dans les réservoirs, testé toutes les commandes de vol une par une, inspecté visuellement chaque centimètre des ailes à la recherche de la moindre fissure ou déformation, vérifié l'hélice, contrôlé les pneus, testé les freins. Tout était en ordre parfait. Rien n'indiquait le moindre problème. L'avion était en état impeccable, comme toujours. À 8h45, satisfait de sa vérification, il avait déposé son plan de vol au bureau de l'aérodrome, une petite baraque en bois qui servait de tour de contrôle rudimentaire. Destination: aéroport de Genève-Cointrin. Distance estimée: 45 km en ligne droite. Durée estimée du vol: 20 à 25 minutes maximum. Route prévue. Direction nord-ouest. Survol du lac d'Annecy dans sa partie nord, puis cap direct sur le lac Léman visible au loin par temps clair. Vol en conditions VFR, vol à vue, altitude de croisière prévue 2000 mètres. Passagers, aucun. Carburant, plein, suffisant pour 3 heures de vol. Heure de départ prévue, 9 heures. Tout était normal, routinier. À 8h58, Philippe avait installé sa mallette dans le cockpit, s'était sanglé sur le siège du pilote, avait bouclé méticuleusement son harnais de sécurité. À 9h précises, il avait lancé la procédure de démarrage. Le moteur Continental O300 du Cessna avait toussé 1 fois, 2 fois, puis s'était mis à ronronner régulièrement, ce son rassurant que Philippe connaissait par cœur. Il avait roulé lentement jusqu'à la piste, effectué ses derniers contrôles au point d'arrêt. Magnéto, instruments, gouverne, tout était vert. À 9h07, il avait reçu l'autorisation de décollage de la tour. Il avait aligné son Cessna sur la piste, poussé doucement les gaz. L'avion avait accéléré progressivement sur le tarmac, de plus en plus vite, jusqu'à ce que Philippe tire doucement sur le manche. À 9h09 exactement, le Cessna FBIKM avait quitté le sol, s'élevant gracieusement dans le ciel bleu immaculé, prenant de l'altitude en spirale au-dessus de l'aérodrome, avant de mettre le cap au nord-ouest.
Plusieurs témoins au sol l'avaient vu décoller. Tout semblait absolument normal. Le moteur tournait rond, l'avion montait régulièrement, la trajectoire était stable. Rien, absolument rien n'indiquait le drame qui allait se produire. À 9h25, Philippe était censé se poser à Genève-Cointrin. Mais il n'arriva jamais à destination. Son avion ne fut jamais détecté sur les écrans radars de l'approche de Genève. Aucun contact radio ne fut jamais établi. C'était comme s'il avait disparu dans une autre dimension. À 9h45, alors que l'inquiétude montait dans la tour de contrôle de Genève, qui ne voyait toujours pas arriver l'appareil attendu, la tour contacta l'aérodrome d'Annecy par téléphone. Le Cessna FB-IKM n'est pas arrivé. Aucun contact. Avez-vous des informations? André Blanc, au bout du fil, sentit son sang se glacer. Il a décollé à 9h09. Tout était normal. Immédiatement, selon la procédure standard, l'alerte fut donnée. Le plan de recherche et de sauvetage SAR fut activé sans délai. Des avions de reconnaissance de l'armée de l'air française décollèrent de la base aérienne voisine. Des hélicoptères Alouette 2 de la Gendarmerie nationale se déployèrent rapidement. Des équipes au sol furent mobilisées. Les montagnes entre Annecy et Genève, particulièrement le massif des Bornes et les Aravis, ces chaînes alpines accidentées qui se dressent entre les deux villes, furent survolées systématiquement, mètre par mètre, vallée par vallée. À midi, après 3 heures de recherches intensives, toujours aucune trace de Philippe ou de son Cessna. Aucun signal de détresse n'avait été capté. Aucune fumée n'était visible. Aucun reflet métallique ne signalait une épave. C'était incompréhensible. À 13 heures, Catherine fut informée officiellement par 2 gendarmes qui se présentèrent à sa porte. Son monde, son univers parfaitement construit, s'effondra en 1 seconde. Elle refusa d'abord de croire, pensa à une erreur, une confusion. Puis la réalité la frappa comme un coup de masse. Philippe avait disparu. Pendant 3 jours complets, les recherches aériennes continuèrent avec une intensité maximale. On survola chaque vallée, chaque col, chaque forêt, chaque alpage du massif. Les gendarmes à pied, équipés de jumelles et de cartes, explorèrent méthodiquement toutes les zones accessibles. Des chiens de recherche furent même déployés. Des bénévoles locaux, montagnards expérimentés qui connaissaient chaque recoin des Aravis, se joignirent spontanément aux recherches touchées par le drame. Mais rien. Pas le moindre signal de détresse, pas la plus petite trace d'épave visible, pas un débris, pas une trace de Philippe. 45 kilomètres, 21 minutes de vol, et un avion avec son pilote s'était volatilisé comme par magie. Le mardi 21 août, après 72 heures de recherches infructueuses et face à l'évidence qu'on ne trouverait rien depuis les airs, les autorités prirent la décision difficile de suspendre les recherches aériennes intensives. On continua les recherches terrestres pendant 2 semaines supplémentaires, mais l'espoir diminuait chaque jour. Les équipes commençaient à perdre leur motivation face à l'immensité du terrain et à l'absence totale d'indices. Comment était-ce possible? Comment un avion pouvait-il disparaître par temps parfaitement clair sur une route aussi courte, aussi fréquentée, sans laisser la moindre trace? C'était un mystère qui défiait toute logique, toute explication rationnelle. L'enquête officielle de la gendarmerie de l'air démarra parallèlement aux recherches. Le capitaine Henri Moreau, 46 ans, un ancien pilote de chasse décoré reconverti dans l'investigation aéronautique, après une blessure qu'il avait clouée au sol, prit l'affaire en main avec détermination. C'était un homme méticuleux, rationnel, qui ne croyait pas aux mystères inexplicables. Les premiers éléments de l'enquête étaient profondément troublants et ne faisaient qu'épaissir le mystère. Le Cessna avait été parfaitement entretenu selon les registres de maintenance. Les dernières vérifications mécaniques complètes, effectuées exactement 1 semaine avant la disparition, n'avaient révélé absolument aucun problème, aucune anomalie, même mineure. Philippe était un pilote expérimenté et prudent, avec plus de 1000 heures de vol à son actif, sans le moindre incident dans tout son parcours.
La météo ce jour-là était absolument parfaite, idéale même. Aucune raison apparente, technique, humaine ou météorologique ne pouvait expliquer un crash. En fouillant méthodiquement le bureau de Philippe à son domicile, avec l'accord déchirant de Catherine qui espérait y trouver des réponses, les enquêteurs découvrirent des documents qui jetèrent une lumière nouvelle et troublante sur l'affaire. Des lettres d'un homme qui se présentait sous le nom de Gustave M., se disant « associé commercial en Suisse ». Ces lettres, au nombre d'une dizaine, étalées sur plusieurs mois, évoquaient en termes voilés des affaires délicates nécessitant la plus grande discrétion, des marchandises sensibles qui ne peuvent passer par les douanes officielles, des livraisons discrètes qui devaient être effectuées sans attirer l'attention des autorités. Philippe était-il impliqué dans un trafic international? De la contrebande à travers la frontière franco-suisse? Cette possibilité, aussi choquante soit-elle pour sa famille, devait être explorée. Bernard Leclerc, l'associé officiel de Philippe, dans l'entreprise d'import-export, fut longuement interrogé par le capitaine Moreau. Philippe faisait effectivement des affaires régulières en Suisse, c'est vrai, admit Bernard. Import-export de pièces mécaniques industrielles de haute précision. Mais tout était parfaitement légal, déclaré en douane, documenté. Nous payons nos taxes, nos impôts. Je ne connais aucun trafic, aucune activité illégale. Philippe était un homme droit, honnête. Cette histoire est absurde. Mais en creusant plus, profondément dans les finances de Philippe, en suivant méticuleusement la piste de l'argent, les enquêteurs découvrirent quelque chose de stupéfiant. Philippe possédait plusieurs comptes bancaires en Suisse, dans différentes banques de Genève, dont Bernard ignorait totalement l'existence. Ces comptes, ouverts sous son nom mais jamais mentionnés dans les livres de l'entreprise, contenaient des sommes très importantes, beaucoup plus importantes que ce que ses affaires commerciales officielles, même prospères, pouvaient justifier ou expliquer. D'où venait tout cet argent? Quelle était son activité réelle? Un douanier français posté au poste frontière de Saint-Julien en Genevois, interrogé dans le cadre de l'enquête, fit une révélation qui renforça les soupçons. « Je connaissais bien M. Arnaud, son visage, son avion. Son Cessna passait très régulièrement la frontière aérienne, parfois 2 ou 3 fois par semaine. Officiellement, selon ses déclarations, il transportait des documents commerciaux, des échantillons légers, des contrats assignés, rien de taxable, rien à déclarer. Mais je me suis toujours posé des questions. C'est extrêmement facile de cacher des choses dans un petit avion comme ça. Des petits objets de valeur, de l'or, des bijoux, des devises, même des armes. On ne fouille pas les avions privés comme on fouille les camions. Des choses cachées? Quelles choses exactement? De l'or, matière particulièrement prisée pour la contrebande? Des bijoux volés? Des devises étrangères pour contourner le contrôle d'échange? Des armes destinées à des groupes clandestins? Des documents secrets? Les possibilités étaient multiples et toutes également troublantes. En 1962, la frontière franco-suisse était officiellement surveillée, mais l'aviation privée offrait des opportunités considérables pour les trafiquants intelligents et audacieux. Décoller légalement d'un aérodrome français, voler bas pour éviter les radars, atterrir dans un champ isolé côté suisse, dans une zone non contrôlée, décharger rapidement la marchandise illégale, repartir avant que quiconque ne remarque. Avec un bon réseau de complices, c'était un système presque infaillible, très difficile à contrôler, presque impossible à prouver. Philippe Arnaud était-il devenu un contrebandier? Cette hypothèse, aussi douloureuse soit-elle, prenait de plus en plus de consistance. Une autre piste se dessina progressivement. Un nom revenait avec insistance dans plusieurs documents saisis. Gustave Müller, un homme d'affaires suisse mystérieux basé officiellement à Genève. Les enquêteurs français, passant par les canaux officiels, tentèrent de le contacter, de l'interroger, d'obtenir des informations. Mais selon les autorités suisses elles-mêmes, plutôt embarrassées, Gustave Müller avait brusquement quitté la Suisse en août 1962, exactement au moment de la disparition de Philippe.
Sa destination finale était totalement inconnue. Il avait fermé ses comptes, liquidé ses affaires et disparu sans laisser d'adresse. La coïncidence était plus que troublante. Elle était suspecte. En septembre 1962, alors que l'enquête semblait dans une impasse totale, un témoin inattendu se manifesta spontanément. Un fermier des Aravis, Lucien Favre, 63 ans, homme simple vivant dans une ferme isolée à 1500 mètres d'altitude, affirma avoir entendu quelque chose d'inhabituel le samedi 18 août vers 9h15 du matin. J'étais dans mon étable en train de traire mes vaches quand j'ai entendu distinctement un bruit de moteur d'avion qui passait au-dessus de ma ferme. Ça, ce n'était pas inhabituel, il passe des avions. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'ensuite le bruit a changé. Le moteur s'est mis à tousser, à avoir des ratés, comme s'il avait un problème. Puis brutalement, plus rien. Un silence total. J'ai trouvé ça étrange sur le moment, mais je n'y ai plus pensé. Ce n'est qu'en entendant parler de la disparition que je me suis dit que ça pouvait avoir un rapport. Son témoignage était capital. Sa ferme était située dans le massif des Aravis, globalement entre Annecy et Genève, mais sensiblement à l'est de la route directe que Philippe aurait dû suivre. Pourquoi Philippe aurait-il dévié de sa trajectoire normale? Était-ce volontaire? Avait-il déjà un problème moteur qui l'obligeait à chercher un lieu d'atterrissage d'urgence? Les recherches se concentrèrent intensivement sur cette zone précise pendant 3 semaines supplémentaires. Des équipes à pied composées de gendarmes et de guides de montagne explorèrent méthodiquement les ravins les plus profonds, les forêts les plus denses, les zones les plus inaccessibles. Mais les Aravis sont un massif alpin particulièrement difficile et dangereux, avec des pentes extrêmement abruptes, des ravins vertigineux cachés sous la végétation, des forêts épaisses et impénétrables. Après 3 semaines d'efforts épuisants et infructueux, face à l'arrivée de l'automne et des premières neiges, les recherches terrestres furent définitivement abandonnées. En octobre 1962, faute de nouvelles pistes exploitables et face à l'échec complet des recherches, l'enquête officielle fut officiellement mise en sommeil. Le dossier resta ouvert, mais plus personne n'y travaillait activement. Philippe Arnaud était entré dans la catégorie des mystères non résolus. En 1967, conformément à la loi française, 5 ans après les faits et en l'absence totale de nouvelles, Philippe Arnaud fut déclaré juridiquement décédé par le tribunal. Catherine toucha enfin les assurances-vie, ce qui lui permit de maintenir un niveau de vie décent pour elle et ses enfants. Elle ne se remaria jamais, malgré plusieurs demandes. Elle consacra le reste de sa vie à élever ses enfants du mieux qu'elle put, portant son deuil avec dignité. Julien devint ingénieur, aéronautique, peut-être inconsciemment pour rester proche de son père disparu. Sophie devint médecin pédiatre, dévouant sa vie à sauver des enfants. Ils grandirent avec cette absence déchirante, ce père évaporé dans le ciel bleu, ce mystère familial qui ne serait jamais résolu de leur vivant. Catherine mourut paisiblement en 2015, à 83 ans, dans la même villa d'Annecy-le-Vieux, où elle avait vécu ses plus beaux moments avec Philippe. Elle mourut sans avoir jamais su ce qui était vraiment arrivé à son mari ce jour d'août 1962. Le capitaine Moreau prit sa retraite en 1982, convaincu jusqu'à son dernier jour qu'il y avait eu un crime, une manipulation. Il mourut en 2002, emportant ses théories et ses frustrations dans la tombe. Les décennies s'écoulèrent inexorablement. L'affaire Philippe Arnaud fut progressivement oubliée, devenant une note de bas de page dans les archives de la gendarmerie, un cold, case parmi tant d'autres, un mystère de plus dans l'histoire de l'aviation. Jusqu'à ce jour de mars 2025 qui allait tout changer. Le dimanche 9 mars 2025. Un magnifique matin printanier dans les Alpes françaises. Le ciel était parfaitement dégagé, d'un bleu intense. La température atteignait déjà 12 degrés Celsius à 10 heures. La neige, abondante cet hiver, fondait rapidement sous le soleil printanier de plus en plus puissant,
révélant progressivement les paysages alpins cachés pendant des mois. Deux randonneurs expérimentés et passionnés, Maxime Dubois, 42 ans, professeur d'éducation physique, et sa femme Clara, 38 ans, photographe professionnelle spécialisée dans les paysages de montagne, exploraient une zone particulièrement reculée et rarement visitée du massif des Aravis, au-dessus du pittoresque village de Laclouzaz. Ils cherchaient de nouveaux itinéraires hors piste, des angles photographiques originaux pour leur blog, de randonnées qui comptaient plusieurs milliers d'abonnés. À 11h23 précisément, alors qu'ils progressaient prudemment dans une forêt dense de sapins centenaires, sur une pente abrupte d'environ 45 degrés, Clara, qui avait l'œil exercé par des années de photographie, remarqua quelque chose d'inhabituel et d'incongru dans ce paysage naturel. « Maxime, attends, regarde là-bas, en bas. » Elle pointait du doigt un ravin particulièrement profond et vertigineux, à environ 50 mètres en contrebas de leur position. Au fond de ce ravin, presque invisible à travers l'enchevêtrement dense de végétation, de branches mortes et de jeunes arbres, on distinguait vaguement quelque chose de blanc, de métallique, qui n'avait absolument rien à faire dans ce décor naturel. « C'est quoi, tu crois? On dirait du métal ?» demanda Maxime, intrigué. « Je ne sais pas. Peut-être une vieille carcasse de voiture abandonnée? Ou du matériel agricole? Mais ici, à cette altitude, ça n'a aucun sens. On descend voir ?» Ils descendirent très prudemment, s'assurant mutuellement avec leurs cordes de sécurité. Le terrain était particulièrement dangereux, très pentu, glissant, instable. Il leur fallut près de 20 minutes d'efforts intenses et prudents pour atteindre le fond du ravin sans se blesser. Et là, dégageant les branches et la végétation dense, ils virent quelque chose qui les laissa bouche bée, figés d'incrédulité, enfouis sous environ 6 mètres d'épaisseur de végétation accumulée au fil des décennies, d'arbres tombés et décomposés, de mousse épaisse et de lierre grimpant qui avaient tout recouvert comme un linceul vert, les restes reconnaissables d'un avion. Un petit avion de tourisme à aile haute. Le fuselage blanc était partiellement écrasé par l'impact violent, les ailes étaient brisées et tordues, mais la structure d'ensemble était parfaitement identifiable pour quiconque connaissait les avions. Sur la queue verticale, malgré 63 ans, de corrosion, de mousse et de végétation envahissante, on distinguait encore, gravés dans le métal, des lettres et des chiffres, FBIKM. Dans le cockpit détruit, clairement visible à travers la verrière fissurée et partiellement effondrée, un squelette humain. Toujours fermement attaché au siège du pilote, par les ceintures de sécurité qui avaient résisté au temps, les mains osseuses encore posées sur le manche à balai, dans une position tragique qui suggérait que le pilote avait lutté jusqu'au dernier instant pour contrôler son appareil. « Mon Dieu !» murmura Clara, la voix tremblante, portant instinctivement sa main à sa bouche. « Maxime, appelle immédiatement les secours. Il y a quelqu'un ici. » À 13h15, après un appel d'urgence et une localisation GPS précise transmise, 2 gendarmes de la brigade de montagne de la Clusaz arrivèrent sur les lieux, guidés par les coordonnées. À 15h30, le commandant Laurent Mercier, 49 ans, du prestigieux peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, d'Annecy, spécialiste des interventions en terrain difficile, était sur place avec une équipe technique complète de 10 personnes et du matériel spécialisé. L'épave fut immédiatement sécurisée et classée comme scène potentielle de crime. Un large périmètre de sécurité fut établi. L'accès au fond du ravin était particulièrement difficile et dangereux, nécessitant des techniques d'alpinisme, des cordes fixes, des baudriers, tout l'équipement des secours en montagne. Le lendemain, lundi 10 mars, après avoir organisé une logistique complexe, une équipe complète de techniciens de l'identité judiciaire, d'experts aéronautiques et un médecin légiste descendirent méthodiquement dans le ravin. Le travail minutieux et patient d'investigation et d'extraction commença, photographiant chaque détail, documentant chaque élément.
L'épave était dans un état de conservation vraiment remarquable, compte tenu du temps écoulé. Elle avait été protégée des intempéries directes par l'épaisse végétation qui s'était développée au fil des décennies, créant une sorte de sarcophage naturel. Le fuselage était certes écrasé et déformé par la violence de l'impact, mais restait parfaitement identifiable. Les ailes, arrachées lors du crash, gisaient à quelques mètres. Le moteur, enfoncé dans le cockpit, avait visiblement subi un choc terrible. Le numéro d'immatriculation, malgré la corrosion et les lichens, fut confirmé sans aucun doute possible FBIKM, un Cessna 172. Le commandant Mercier, méthodique et expérimenté, consulta immédiatement les archives historiques de la gendarmerie de l'air sur son ordinateur portable sécurisé. Quand il entra l'immatriculation dans la base de données, son cœur s'accéléra. FBIKM, Cessna 172. Propriétaire, Philippe Arnaud. Disparu sans laisser de traces le 18 août 1962 lors d'un vol Annecy-Genève. 63 ans. L'avion et son pilote étaient tôt et restés là, cachés au fond de ce ravin, pendant 63 longues années. Invisibles depuis le ciel à cause de l'épaisse canopée forestière qui s'était refermée sur eux comme une tombe verte. Invisibles depuis le sol car personne ne s'aventurait jamais dans cette zone dangereuse et inaccessible. Le squelette fut extrait avec une extrême précaution et un respect profond. C'était celui d'un homme, toujours attaché à son siège par les ceintures qui avaient tenu. Les vêtements avaient en très grande partie disparu, décomposés par les décennies d'humidité, mais on distinguait encore miraculeusement quelques lambeaux de tissu gris de bonne qualité, probablement les restes d'un costume. À son poignet gauche, une montre en acier inoxydable, arrêtée pour l'éternité à 9h23. Mais ce qui stupéfia vraiment les enquêteurs, ce qui transforma instantanément ce crash tragique en énigme criminelle, c'était ce qui se trouvait à côté du corps. Dans le cockpit, déformé, coincé entre le siège du pilote et la paroi, une mallette en cuir de qualité, remarquablement bien préservée. Quand les techniciens l'ouvrirent délicatement, avec des gants, ils découvrirent son contenu qui laissa tout le monde sans voix. Des documents commerciaux complètement illisibles, rongés par l'humidité et le temps. Et surtout, pesant lourd au fond de la mallette, 5 lingots d'or parfaitement reconnaissables, 5 lingots standardisés de 1 kg chacun, 5 kilos d'or, pur. Une véritable fortune, même aujourd'hui. Une fortune colossale en 1962. L'analyse méticuleuse de l'épave par des experts aéronautiques de la Direction générale de l'aviation civile révéla des détails absolument cruciaux qui bouleversèrent complètement l'enquête. Le moteur, minutieusement examiné malgré la corrosion de 63 ans, avait subi une panne catastrophique en plein vol. Le vilebrequin, pièce maîtresse du moteur qui transforme le mouvement des pistons en rotation de l'hélice, s'était littéralement brisé net pendant le vol, provoquant instantanément une perte totale et irrémédiable de puissance. Sans moteur, l'avion était devenu un simple planeur, et dans ces montagnes, un planeur ne peut pas planer longtemps. Mais la question cruciale était pourquoi ce vilebrequin, pièce normalement extrêmement robuste conçue pour durer des milliers d'heures, s'était-il brisé? L'expertise métallurgique poussée, réalisée dans un laboratoire spécialisé, malgré la corrosion importante, révéla quelque chose d'absolument stupéfiant et terrifiant. Des traces indiscutables de sabotage intentionnel. Le vilebrequin avait été partiellement scié avec une lame métallique fine, affaiblie de manière calculée à un endroit stratégique précis. Il était littéralement programmé pour céder après un certain nombre d'heures de fonctionnement, après un certain nombre de cycles de contraintes, probablement lors du vol suivant l'intervention. C'était un assassinat prémédité, froid, calculé. Philippe Arnaud n'était pas mort dans un accident, il avait été assassiné. Son avion avait été délibérément saboté par quelqu'un qui voulait sa mort et qui savait exactement comment procéder. L'enquête criminelle fut immédiatement et officiellement rouverte avec le statut d'homicide.
Le commandant Mercier et une équipe complète se plongèrent dans les archives poussiéreuses de 1962, étudiant chaque détail, chaque témoignage, chaque piste qui avait été explorée à l'époque. L'or. 5 kilos d'or. Cette découverte changeait absolument tout. D'où venait cet or exactement? Où Philippe comptait-il aller avec? À qui devait-il le livrer? Ou au contraire, le volait-il à quelqu'un? Les descendants vivants de Philippe furent contactés et convoqués. Julien Arnaud, désormais âgé de 70 ans, ingénieur aéronautique à la retraite, et Sophie Arnaud, 67 ans, pédiatre ayant cessé son activité, furent profondément bouleversés par la nouvelle. Après toute une vie à se demander, ils avaient enfin des réponses. Mais quelle réponse terrible! Papa? Un contrebandier d'or? C'est absolument impossible, complètement absurde, protesta Julien, refusant d'abord de croire. Mon père était un homme honnête, droit, respectueux des lois. Il n'aurait jamais fait ça. Il doit y avoir une autre explication. Mais les preuves étaient là, irréfutables, matérielles. 5 lingots d'or dans sa mallette. Comment les expliquer autrement? Les enquêteurs modernes, avec leurs outils et bases de données informatisées, découvrirent rapidement ce que leurs prédécesseurs de 1962 n'avaient pu que soupçonner. Dans les années 50 et 60, un trafic international d'or très lucratif existait bel et bien entre la France et la Suisse. Le système était assez simple mais efficace. Acheter de l'or en France, où il était réglementé et relativement bon marché, le faire passer clandestinement en Suisse, où les lois sur l'or étaient beaucoup plus souples et où la demande était forte, le revendre là-bas avec une marge de profit substantielle. C'était totalement illégal côté français, mais extrêmement lucratif pour ceux qui prenaient le risque. Et l'aviation privée offrait le moyen parfait, discret, rapide. Philippe transportait-il régulièrement de l'or pour le compte de Gustav Müller, cet homme d'affaires suisse mystérieux qui avait disparu exactement au moment de la mort de Philippe? Était-ce son activité secrète, sa source de revenus cachés qui expliquait ses comptes suisses? Qui avait saboté son avion? Gustav Müller lui-même, pour une raison qu'on ne connaîtrait probablement jamais. Un rival jaloux de ses profits, un associé mécontent qui voulait éliminer un témoin gênant, un client furieux? Les possibilités étaient multiples. Le mécanicien de l'aérodrome d'Annecy en 1962, celui qui entretenait l'avion de Philippe, était hélas décédé depuis longtemps en 1995. Le gardien André Blanc, décédé en 2008. Tous les témoins directs de l'époque étaient morts. Impossible de les interroger, de leur poser les questions cruciales. Mais les enquêteurs retrouvèrent et interrogèrent le fils du mécanicien, Claude Petit, désormais âgé de 68 ans, vivant paisiblement sa retraite à Annecy. Son témoignage, bien que flou et lointain, apporta un élément troublant supplémentaire. Mon père entretenait scrupuleusement l'avion de « Monsieur Arnaud », raconta Claude. Il l'aimait bien. Il disait que c'était un bon client, sérieux, qui payait bien. Mais je me souviens très clairement, ça doit faire 20 ans de ça. Mon père était très vieux et il avait un peu bu. Il m'a dit quelque chose de bizarre. Il m'a dit qu'il avait toujours eu des doutes concernant la disparition de Monsieur Arnaud, que quelqu'un aurait pu avoir accès au hangar où l'avion était garé, que la sécurité n'était pas terrible à l'époque, qu'il se demandait parfois si quelqu'un n'avait pas trafiqué l'avion. Mais il n'avait absolument aucune preuve concrète, juste une intuition, un doute qui le rongeait. Alors il n'a jamais rien dit officiellement aux enquêteurs. Il ne voulait pas accuser sans preuve. Aujourd'hui, je me demande s'il n'avait pas raison, si son intuition n'était pas la bonne. Les funérailles solennelles de Philippe Arnaud eurent finalement lieu le 23 mars 2025, à Annecy, dans la même église où il s'était marié 71 ans plus tôt. 63 ans après sa disparition tragique, il fut enfin inhumé dignement au cimetière paisible d'Annecy-le-Vieux, dans le caveau familial à côté de Catherine, qui l'avait attendu toutes ces années.
Des dizaines de personnes assistèrent à la cérémonie émouvante. Des journalistes, des curieux, mais aussi de nombreux anciens pilotes venus rendre un dernier hommage à l'un des leurs. L'histoire avait captivé toute la région, ravivant ce mystère oublié. L'enquête criminelle se poursuit encore aujourd'hui, officiellement ouverte, mais le commandant Mercier, réaliste et expérimenté, le sait bien. La vérité complète, tous les détails de ce qui s'est vraiment passé, sont probablement morts à jamais avec tous les protagonistes de cette sombre histoire. Alors, que s'est-il vraiment passé ce matin tragique du 18 août 1962? Plusieurs théories plausibles existent, chacune avec ses arguments. Première théorie. L'assassinat, commandité par Gustav Müller. Philippe transportait régulièrement de l'or pour le compte de ce mystérieux businessman suisse. Mais peut-être avait-il décidé de garder ce dernier chargement de 5 kilos, de ne pas le livrer comme prévu, de disparaître avec pour refaire sa vie ailleurs avec cet argent. Müller, furieux de cette trahison et craignant que Philippe parle aux autorités, aurait organisé méthodiquement le sabotage de son avion. Cette théorie expliquerait l'or dans la mallette, le sabotage professionnel et la disparition simultanée de Müller qui aurait fui pour éviter les conséquences. Deuxième théorie, le double jeu fatal. Philippe travaillait secrètement pour deux organisations criminelles rivales, jouant un jeu dangereux. L'une des organisations a découvert sa trahison, son double jeu, et a décidé de l'éliminer définitivement pour l'exemple. Troisième théorie, la fausse mort qui a échoué. Philippe, épuisé par cette vie de mensonges, voulait simuler sa propre mort, dans un crash pour disparaître et recommencer une nouvelle vie ailleurs, loin, avec l'or. Il aurait organisé lui-même le sabotage, prévu de sauter en parachute au dernier moment. Mais le sabotage a fonctionné trop brutalement, trop tôt, et il n'a pas eu le temps de s'éjecter. Il est mort dans le piège qu'il avait lui-même tendu. Quatrième théorie. La vengeance personnelle d'un proche. Quelqu'un de son entourage immédiat, peut-être même un ami ou un associé, jaloux de sa réussite éclatante, au courant de ses trafics et voulant soit l'éliminer pour prendre sa place, soit le punir pour une raison personnelle qu'on ne connaîtra jamais, aurait saboté son avion. Cinquième théorie, l'erreur camouflée du mécanicien. Le sabotage apparent n'était en réalité qu'une grave erreur de maintenance, une négligence criminelle que le mécanicien aurait ensuite camouflée en modifiant les traces pour ressembler à un sabotage intentionnel afin d'échapper à sa responsabilité. Toutes ces théories ont leurs arguments, leur logique, leurs failles. La vérité exacte gît probablement quelque part entre elles, ou dans une zone qu'on ne peut même pas imaginer. Philippe Arnaud repose enfin en paix au cimetière d'Annecy-le-Vieux. Sa tombe de granit noir porte une inscription sobre mais émouvante. Philippe Arnaud, 1927-1962. Pilote passionné, entrepreneur, père aimant. Retrouvé 63 ans plus tard. Que ton âme vole enfin en paix dans un ciel sans nuages. Si vous avez aimé cette enquête sur l'un des plus mystérieux crashs de l'histoire de l'aviation civile française, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes. Dites-nous en commentaire quelle est votre théorie personnelle sur ce qui est vraiment arrivé à Philippe Arnaud. Pensez-vous qu'il était une victime innocente ou un acteur de son propre destin tragique? Vos avis et analyses nous intéressent toujours. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce mystère aérien enfoui dans les montagnes. À très bientôt pour une nouvelle enquête passionnante.